Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Nous sommes au mercredi 5 octobre de l'année 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un agréable plaisir que je vous retrouve sur le plateau de LCF et aussi sur les ondes de City FM 89.9 MHz pour l'émission Toc Toc. Avant toute chose, nous souhaitons un joyeux anniversaire à un grand fidèle téléspectateur de Toc Toc du film numéro 1. Il est toujours là, toujours branché, il ne rate jamais l'émission. Monsieur Jean-Luc Gomez, joyeux anniversaire à vous, et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nos invités ce matin, nous avons Sam Djobo, le patron du journal La Levée de la Nation. Bonjour. Bonjour, et puis préciser que le nom a changé, c'est El Hadj Sam Djobo. Ah ok, enchanté d'accueillir sur ce plateau ce matin El Hadj Sam Djobo, franchement revenu de la Mecque. En face de lui, nous avons l'un des plus grands chrétiens, l'un des plus grands journalistes chrétiens catholiques. Et Carlos Ketou, bonjour. Bonjour Junior, bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de partager la première émission avec El Hadj Sam Djobo depuis son retour. Félicitations cher ami. Ok. Je rappelle que Carlos Ketou, il est le patron du journal L'Indépendant Express. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, nous aurons comme invité M. Nimdewa Atapama, il est le délégué chargé des affaires intérieures du parti des Togolais. Il va nous dire ce qu'il pense des devoirs ou bien de ce que subit le président de ce parti, Alberto Olympio. Avant tout, mesdames, messieurs, voici la une des journaux parus dans la kiosque ce matin. La une des journaux de ce mercredi 5 octobre 2016, nous démarrons par le journal. Un instant. On peut avoir le journal à l'écran. Le journal La Dépêche. La Dépêche de ce jour écrit: voyage présidentiel, fort abattu le record de longévité dans l'espace en septembre. Tous à la sécurité maritime. L'OTR sur les traces de la DGI, des milliards de francs CFA prennent chaque mois des destinations inconnues. Autre journal de lecture ce matin, c'est le Messager. On peut avoir le journal à la une. Liberté, donc, oh là là. Nous avons le Messager à l'antenne, le Messager qui écrit: sommet extraordinaire de l'UA sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une mobilisation sans précédent, membres du gouvernement, fonctionnaires, population, etc. Tous répondent présents. Dans les cas également Liberté, le quotidien privé qui titre: des bruits d'une entrée de l'ANC au gouvernement, les motivations d'une intoxication savamment orchestrée par le pouvoir. CAP 2015 organise une marche le 8 octobre et un colloque les 10 et 11 octobre à Lomé. Sauvé sur la sécurité maritime, les députés et le personnel de l'Assemblée nationale en congé de 2 semaines. Rapport mondial sur la compétitivité, le Togo parmi les pays invisibles en matière d'avancée économique. Également dans les cœurs ce matin, Focus Info. Focus Info qui titre: la pêche illicite fait perdre 1,3 milliard de dollars par an et 300 000 emplois à l'Afrique de l'Ouest. Au Togo, le secteur reste artisanal et ne couvre que 36% des besoins politiques. Tout comprend de l'affaire Coris Aksend contre Alberto Olympio. Indice Mo Ibrahim, le Togo parmi les meilleurs élèves de la gouvernance. Et puis invité spécial, M. Kankab Malik Nachaba, directeur général de la SALT. Les compagnies utilisant notre aéroport ont toutes augmenté leur desserte, un signe de confiance. Toujours dans les cas ce matin, le médium de Credo d'été. Licenciement à Move Togo, 14 employés expatriés, priés illico presso de débarrasser le plancher. Mauvais traitement du personnel à la société Ranco SA, entre indifférence et esclavagisme. Le DG Rama Ishirian, mieux comme une carpe. Dans les kiosques également ce matin, nous avons l'Indépendant Express de Carlos Ketou. Développement à la base à géométrie variable au Togo. La DC de la présidence nargue ses voisins à Badoubé.
Victoire Dogbe, le grand symbole de la minorité pillarde de fort. Droit matrimonial et responsabilité conjugale. L'abandon constaté du domicile conjugal par Kodjo Gameli Atabou crée des préjudices à la famille. Et puis l'alternative avec nous ce matin, sommet sur la sécurité maritime, pour autrement de Lomé, une économie dans le délabrement. Tour du monde, Fonia Singbe, le groupe Trotter dépose ses valises en Éthiopie pour 3 jours. Et bien c'est tout pour la une des journaux de ce mercredi, le jingle et la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos invités El Adjassam Djabo du journal L'éveil de la Nation et Carlos Ketaou de l'Indépendance Express. Bonjour chers confrères. Bonjour. Alors nous allons commencer par les préparatifs du sommet sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique. Plus que 5 jours et nous serons en plein pied dans le sommet sur la sécurité et le développement en Afrique. Plus le jour approche, plus on assiste à la rigueur dans l'application de certaines règles en ville. Depuis le week-end, il est systématiquement interdit de stationner son véhicule sur les voies publiques, d'exposer son étalage au bord des routes. Vraiment, c'est une unité spéciale qui veille au Grand Carlos Ketaou. Votre commentaire là-dessus? Oui, moi je pense que les autorités sont en train de mettre les bouchées doubles pour atteindre l'objectif de la réussite de ce sommet sur la sécurité maritime, parce qu'au début on a senti une certaine nonchalance, une certaine hésitation de velléité à gauche et à droite. On se disait, est-ce que ce sommet aura bel et bien lieu, est-ce que les conditions sont réunies? Mais dans les 72 heures ou bien dans la semaine qui précède aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de grandes avancées. Et au niveau de Lomé, il y a des carrefours qui ont retrouvé une certaine beauté avec des monuments qui ont été dévoilés. Et nous avons vu qu'il y a des opérations ville propre qui ont été organisées où Lomé retrouve une certaine couleur. Mais nous revenons à ces restrictions au niveau des usagers de la route et autres. C'est ce que je suis en train de constater. Je dis ce que je constate. Bon, à côté de cela, vous savez, pour le sommet, il y a beaucoup plus de rigueur. Et je ne vais pas même me limiter à la rigueur, mais un peu de violation de certains droits de liberté de circuler au niveau des populations, parce que au niveau des abords de route, il y a des lois spéciales qui ont été inventées juste pour la circonstance, qui ne permettent pas aux usagers de la route, aux citoyens togolais de circuler assez librement. Vous avez eu écho la dernière fois de l'arrestation. On en parlera tout à l'heure. Journaliste, parce que il vend les journaux à son lieu habituel, au carrefour CNTT, ce qui est une entrave à la liberté de presse. Donc, au nom du sommet, il y a des excès, des abus qui sont en train de se faire. Bon, comme vous l'avez dit, on va revenir là-dessus et aller en détail. Bon, est-ce qu'il faille sacrifier les libertés, les droits des citoyens pour le sommet, parce que le sommet est plus important, ou bien il faut essayer de mettre les deux ensemble pour permettre à chacun d'être satisfait, pour que le sommet ne crée pas des préjudices et des désagréments aux citoyens. C'est ce à quoi l'autorité devait réfléchir. En 2000, nous avons eu le sommet de l'OUA ici à Lomé. On n'a pas assisté à ce qu'on assiste cette année, parce que là, il y a trop de rigueur et j'avoue que la population s'en plaignent. Ceux qui sont à Décon, ils ont des problèmes. Depuis le week-end, les motos, tout ce qui est constitué d'étalage, c'est ramassé par des unités spéciales. Et on ne peut pas stationner sur la voie publique. Il y a des agents qui sont là, qui vous verbalisent de façon même pas douce. Et on se dit, c'est quoi le truc en fait, Sam Djabo? Non, alors moi je pense que les contextes ne sont pas les mêmes. Quand vous prenez le sommet de l'OUA en 2000, aujourd'hui nous sommes en 2016. Ouais. Et les contextes sécuritaires au niveau mondial ont beaucoup évolué. Quand on prend ce qui se passe, les attaques djihadistes, le terrorisme et tout, en 2000 on était un peu à l'abri. Et donc moi je pense que les contextes étant différents, il faut prendre des dispositions différentes. Et aujourd'hui, on se rend compte que, comme vous le soulignez, qu'au niveau de Décon, vous allez voir qu'on a déguerpi tous ceux qui sont des vendeurs ambulants, les baraques qui étaient dressés sur la chaussée. On a pratiquement tout démoli.
Alors, est-ce que c'est la solution? Moi, je pense que la solution devrait venir même à l'annonce du sommet. Parce que, logiquement, pour rendre la ville beaucoup plus attrayante et beaucoup plus agréable à visiter, il fallait, avant même l'annonce du sommet, et essayer de faire de l'espace sur le boulevard. Quand vous prenez des cons, vous vous rendez compte que l'encombrement par les vendeurs ambulants et par les gens qui sont dans les baraques de fortune a beaucoup terni l'image de la ville. Et donc, il fallait au moins obliger les gens à se tailler soit des boutiques. D'abord, quand ils ont des boutiques, ça leur permet d'être dans le formel. Et à ce titre, ils vont payer de la redevance ou bien des impôts ou bien de la fiscalité, ça va générer des frais pour l'État, et ils ont laissé les gens s'installer et les gens ont incrusté ça dans leurs habitudes. Et donc aujourd'hui, ça fait que ça pose un problème. Même si on vient, on dégâte les gens le soir, à la tombée de la nuit, vous allez voir les mêmes personnes aux abords des voies. Mais moi, ce que j'ai estimé qui était important à faire, c'était de faire en sorte que dans les abords immédiats de l'endroit où devrait se tenir le sommet, que les dispositions qu'on est en train de prendre, ou bien qu'on est en train d'étendre à toute la ville, soient prises au niveau des abords immédiats de l'hôtel de Radisson Blu. Parce qu'en réalité, c'est là-bas que le sommet devrait se tenir et qu'il y a un périmètre dans le jargon sécuritaire. On parle de périmètre. Il parle de zone rouge. Voilà, donc il fallait délimiter que là-bas soit la zone rouge, et dans la zone rouge, on peut empêcher les ventes, on peut empêcher les baraques, mais dans zones beaucoup plus jaunes ou vertes, il faut au moins laisser les gens circuler librement. Carlos disait tout de suite qu'on a essayé d'inventer un nouveau code de la route pour empêcher les gens de circuler librement. Moi, je pense qu'il y a des endroits, comme vous le dites, des endroits qu'on peut décréter zone rouge, où on peut inventer, parce que à situation particulière, à disposition particulière, par exemple les abords immédiats de l'hôtel Radisson Blu, éviter des stationnements parce que quelqu'un peut venir stationner son véhicule, disparaître et après d'autres incidents peuvent survenir. Mais au niveau de déco, moi je ne vois pas qu'il y a péril à l'aide de moi. J'ai été victime d'un incident hier. Je voulais descendre un ami, juste là où on descend les gens à motiver pour prendre, on est assis à aller vers Agoua. Oui, oui. Mais à peine je m'arrête, il court sur moi, il me dit non, c'est interdit je dis mais je vais juste descendre un ami. Il me dit non, c'est interdit. Ils étaient violents, ils étaient agressifs. Il n'était même pas du tout temps. C'est pas ce truc-là. Il dit non, c'est interdit, on ne descend pas les gens ici. Voilà, donc, et on a chassé les taximens très loin. Voilà. Et ça complique un peu les choses. Je pense que Décon, quand même, ce n'est pas une zone qui peut être considérée comme une zone rouge. On peut quand même sensibiliser les gens à ne pas stationner pendant longtemps, à faire un peu, parce que quand nos autres vont arriver, il faut quand même donner une autre image à notre ville. Mais c'est déplorable quand même. Même à Paris, on garde sur le trottoir. Voilà, donc sur les routes, et la mairie, peut-être là-bas c'est payant. Oui, c'est payant, oui, donc bon, c'est pas interdit. Donc il faut quand même. Non, moi je pense que c'est la communication qui a beaucoup manqué et la sensibilisation qui a beaucoup manqué autour de ce sommet. C'est pourquoi je disais qu'à un moment donné, on a l'impression que les autorités n'étaient pas sûres que le sommet aura lieu et qu'on attend les dernières minutes et les derniers moments pour courir dans toutes les directions. Pourquoi? Parce que il faudrait déjà à la base, même l'opération Ville Propre qu'on a organisée la dernière fois, je sais que ça s'organise tous les premiers samedis du mois, mais ces opérations n'étaient pas assez suivies. Mais on pouvait galvaniser la population à faire un certain nombre de choses et à prendre des dispositions, et on pouvait informer. Il y a le déficit de communication qui manque autour de ce sommet sur la sécurité maritime. La preuve, depuis que l'organisation a commencé, on n'a pas encore fait un bilan mi-parcours pour nous dire que voilà, nous sommes en train de parler sur le sommet, nous sommes à 4-5 jours, la TVT écrit 10 jours. Le ministre des Affaires étrangères a fait une conférence de presse jeudi dernier pour situer l'opinion. Pour situer l'opinion. Mais il y a un comité d'organisation. Le ministre des Affaires étrangères, lui, c'est sa responsabilité diplomatique. Ouais. Il y a un chargé à l'organisation. Le général Eva. Le général Eva. Une conférence de presse pour nous dire que voilà, au niveau des hôtels, voilà où nous en sommes. Au niveau des cars ou bien des véhicules de transport, au niveau des accueils, au niveau des hôtels, voilà où nous en sommes. Voilà les difficultés que nous avons, voilà ce que nous avons déjà. Ou à défaut produit de communiqué de presse. Donc, il n'y a même pas. Quand moi je suis allé sur le site internet, je donne raison à certains journaux qui critiquent la communication et la qualité du site internet. Quand vous allez sur le site internet, mais vous n'allez pas voir un seul niveau où vous pouvez prendre contact avec un journaliste ou un attaché de presse accrédité ou bien un responsable de la communication du sommet sur la sécurité maritime au Togo. Mais il y a une commission de communication présidée par le... Oui, mais aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Moi,
pour les forats, pour les séminaires, pour les ateliers, pour les conférences qu'on a à l'étranger, c'est en ligne qu'on s'enregistre. Tu t'enregistres même pour l'hébergement, c'est en ligne que tu fais tout. Quand tu as un problème pour t'adresser, avoir des informations au niveau d'une cellule de communication, tu envoies juste un message. Parfois on t'appelle directement pour te dire que voilà, on vous situe. Mais ici, on semble travailler dans un vase clos où on ne semble pas avoir des informations qu'il faut. Donc, la communication et le côté sensibilisation manque de rigueur. Et l'organisation, je sais que les choses évoluent bien parce que j'ai vu des véhicules flambant neufs qui sont présentés. Des baisses, des Chrysler 300. J'ai vu des images de la salle de conférence bling bling, très jolie. Et au niveau de l'esplanade du palais de congrès a un nouveau look. A un nouveau look, très bien décoré. Mais ça c'est bien. Ça donne une nouvelle image au Togo. Bon, heureusement, si le sommet n'avait pas existé, il fallait l'inventer pour donner cette nouvelle image au Togo. Mais seulement, c'est très important qu'on puisse aller au-delà de ça pour ne pas comprimer la population, pour ne pas comprimer la liberté. Et il faudrait que les choses aillent de façon normale, comme il se doit, pour qu'on ne soit pas obligé d'inventer des lois spéciales, des dispositions spéciales qui finalement créent des frustrations au niveau des populations. Elle a dit ça, vendredi dernier, un vendeur de journal, la qui a été arrêté au carrefour, au fait tricolore de la CNTT, on l'a arrêté, on l'a enfermé. Il a fallu les interventions des autres qui sont libérés. Et depuis lors, maintenant, quand vous voulez aller au point de vente de journaux habituels, vous verrez pour les vendeurs, ils se cachent dans des trous à la limite. Et c'est difficile et ça peut agir sur les éditeurs que vous êtes aussi. Oui, moi je le disais en amont, en réalité, je crois que la municipalité ou bien l'État même a laissé cette situation assez longtemps perdurer. Quand vous arrivez par exemple à Brazzaville, pour vous acheter un journal, vous ne le verrez pas au feu tricolore. Vous allez le voir à un kiosque qui n'est pas trop loin, un kiosque réglementaire qui n'est pas trop loin du feu tricolore. Alors ici, c'est rentré dans les habitudes. Et le citoyen lambda sait que c'est à un feu tricolore que je peux acheter mon journal. Et c'est pareil à Accra, c'est pareil à Abidjan, c'est au feu tricolore. Voilà. Et donc, quand vous avez laissé une situation comme ça perdurer, ça ne veut pas dire qu'on interdit systématiquement la vente de journaux. C'est pas ça. Mais seulement, ils se rendent compte que le vendeur à la sauvette qui se met au niveau du feu tricolore peut encombrer ou bien peut diminuer en la ville de nommer sa beauté. Non, et aujourd'hui, le commissaire de police n'a pas donné cette raison pour arrêter le vendeur. L'autre fois, il a dit que comme le sommet arrive, que ces vendeurs-là peuvent voler les étrangers qui sont là, les braquer, la raison qu'il donne n'est pas valable. Moi, je pensais plutôt que c'était une raison liée, peut-être par exemple, nous étions en train de parler des vendeurs de décon, des petits vendeurs de portables ou bien des dépanneurs qu'on était en train de demander de vider les lieux. Si c'est la même situation pour le vendeur, moi je pense que le problème ne se pose pas. Mais si c'est parce que on estime que le vendeur peut voler, il était là-bas, ça fait des décennies. Je crois qu'on parle du gars qui est au niveau de la CNTT. Oui, le gars est là-bas, ça fait une vingtaine, ça fait 2 décennies que le monsieur est là-bas. On l'a jamais imputé ou bien assimilé à un voleur. Et donc moi je pense qu'il y a des situations qu'il ne faut pas créer et qu'au lendemain du sommet, que nous, Togolais, on ne soit pas en mesure de se regarder dans les yeux. Carlos abordait un aspect que j'ai trouvé assez important, l'aspect communication. L'aspect communication, c'est aussi les insertions publicitaires que la presse fait. Et moi, j'ai été stupéfait qu'on dise que la presse nationale avait droit, pour des gens qui sont hebdomadaires, avait droit à 250 000 francs. Ça ne fait même pas 75 pour un sommet, pour un mois de parution, vous avez 250 000 francs, alors qu'à l'international, les gens sont à des dizaines, à des centaines de millions. Voilà. Donc, moi, je pense qu'au niveau de la cellule de communication, on a trop minimisé le travail que la presse locale a bas. Non, je vous dire que c'est une agence qui était sur le dossier, mais le ministère de la Communication et les autres ont dû récupérer le dossier parce que le DG de cette agence a été nommé à un autre poste, et pour éviter les conflits d'intérêts, ils ont récupéré. Alors, ce que l'agence avait prévu, ça n'a pas été respecté parce que c'était beaucoup de choses sérieuses. Mais du coup, maintenant, les gens visent le budget de la presse par 4, par 5 et au finish, les confrères ont des miettes. On a eu une rencontre au niveau du ministère de la Communication, je crois que Carlos devrait être là, où on a demandé au ministre
de faire en sorte que ce ne soit pas une agence de communication qui gère cette situation, de faire en sorte qu'on essaie d'identifier les journaux, les organisations qu'on va insérer. Mais ça n'a pas été fait aujourd'hui, la presse sur le même la HAC n'a pas été associée. Bon, on peut se dire que c'est pas le rôle, c'est pas trop le rôle de la HAC, peut-être c'est pour la régulation. Quand les élections arrivent, il y a la HAC qui joue un grand rôle. On dit à la HAC, bon voilà, il faut régulariser les médias, il faut s'entretenir. La HAC pourrait même organiser une rencontre spéciale avec les médias, puisque tout se fait de façon spéciale. Oui. La HAC pourrait faire une rencontre spéciale avec les médias ou les organisations de presse pour donner une certaine orientation positive, pour positiver le sommet. Parce que, quelque part, il y a l'élan patriotique qui compte. Si le journaliste sait qu'il y a des étrangers qui viennent au Togo et il doit avoir un comportement patriotique vis-à-vis de ces étrangers pour que ça donne une bonne image au Togo, la HAC pourrait également jouer ce rôle-là. On pouvait mettre les moyens à la disposition de la HAC pour le faire. Mais si on ne le fait pas, c'est comme si, bon, voilà, on méprise la HAC n'a pas été associée parce que il y a de l'argent à gérer. Et moi, je ne pense pas que le ministère peut venir se faire sous-traiter. La HAC a dû gérer l'argent. Oui, mais la presse, c'est autre chose. Oui, ça, c'est une situation spéciale et un peu particulière où les gens sont dans leur business. Je te dis, Junior, ce sommet-là, après le sommet, tu vas voir que les gens vont changer. C'est la haute saison. Le rythme de vie des gens. C'est la haute saison. Carrément, c'est ça. Maintenant, quand vous sillonnez, ce matin, j'ai fait le tour de la ville de Lomé. Vous allez voir les rues pavoisées un peu au drapeau des pays de l'Afrique. Mais les drapelets qu'on a mis sur ça, ça dit que ce n'est pas impressionnant. Ça dit que c'est les yeux. C'est drapelés parce qu'on est sur voyage, on sort du pays, on voit les choses. Quand il y a des sommets, on voit les drapeaux. Mais ici, c'est des petits drapelés qu'on a mis sur les supporters des éperviers. Voilà. Donc moi je pense que et ça, c'est quelqu'un qui a poussé le marché aussi. Voilà. Vous allez constater qu'il y a beaucoup d'entreprises, de sociétés qui sont sorties de nulle part, voilà, qui sont devenus des prestataires automatiques. Quand je vois au niveau des balayeurs de rue, je vois certaines sociétés, je ne veux pas citer le nom, qui portent des gilets, qui ne commencent pas à faire des trucs là. Il y a des sociétés qui font de l'export-import. Et automatiquement, on le voit dans l'organisation des agents de tests, de tests qui sont aussi. Et puis, la crainte aussi, c'est qu'on puisse faire des choses pour créer de véritables désagréments à des invités. Je suis surpris, je suis en train de continuer à chercher l'information. Quand vous allez à Adido dans Fin Pavé, il y a un grand immeuble là-bas qui est en chantier. Un immeuble en chantier. On ne parle d'un hôtel à principe. Oui, c'est un hôtel. Bon, l'hôtel n'a pas encore de nom parce qu'il est toujours en chantier. Ouais. Mais on nous dit que cet hôtel va accueillir les invités à ce sommet. Un hôtel qui est en chantier parce que je sais que il y a une semaine qu'on a essayé de mettre. Non, on a vu des chantiers en finition. Pour les invités, c'est-à-dire que pour accueillir des invités de ce sommet, de cet acabit, de ces gens, il faudrait au moins passer un temps dans un immeuble à faire le test. C'est-à-dire quand on finit de construire un immeuble, il y a les odeurs de la peinture, il y a les canalisations, est-ce que l'eau est normale, est-ce que les tuyaux fonctionnent très bien, tout ça là, ça fait au moins 2 ou 3 mois. Mais je ne peux pas comprendre qu'on puisse mettre des invités dans un hôtel qui est encore en chantier. La nuit, on travaille là-bas. Tous les jours, on travaille et c'est là qu'on va loger les gens. Mais si un plafond s'effondre parce que l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite, on l'espère, on ne le souhaite pas, mais il faut prendre des dispositions pour que, ce n'est pas parce qu'il y a déjà une certaine manne, il y a de l'argent à investir ou à gagner, qu'il faut rapidement racoler les choses pour prendre le marché. Il faut faire les choses dans les bonnes normes pour que le sommet ne soit pas teinté d'un certain nombre d'indélicatesses et d'irrégularités. Nous sommes encore à 5 jours. On a 5 jours. Donc, oui, au-delà de ça. Mais il faut comprendre d'autres choses aussi, Carlos. Oui, au-delà de ça, il ne faut pas que la jeune mariée, celle qui va être mariée, soit bien prête avec des habits neufs et tout ça là, et que, bon, finalement, l'époux n'arrive pas. Parce que ce que je suis en train de constater, je ne sais pas si au niveau de la série de communication, il y a déjà des dispositions. J'ai posé des questions à gauche et à droite, je n'ai pas encore eu d'informations. Quels sont les chefs d'État à ce jour qui sont annoncés, qui vont venir? Le ministre des Affaires étrangères a dit jeudi, il y en a que 10 ont déjà confirmé. 10 ont déjà confirmé. Donc peut-être ici, on aura peut-être 25. Bon, entre 25 et 30 sont entendus. Donc, il faudrait nous informer au fur et à mesure pour que, même au niveau des communautés étrangères qui sont au Togo, quand on sait que notre chef d'État est en train d'arriver, qu'on puisse prendre des dispositions pour donner vraiment une... Que les gens s'organisent. Les gens s'organisent. Et puis,
je crois qu'à la fin, on aura droit au compte parce que c'est quand même l'argent du pays qui a été. On y reviendra du sommet. Nous sommes à 5 jours du sommet, Carlos. On y reviendra avec d'autres confrères, peut-être vendredi ou lundi. Vous permettez, on va passer à autre chose. Non, il n'y a pas de souci. Il y a un problème à Move. Il y a 12 expatriés de hauts cadres qui ont été licenciés tout récemment. Et officiellement, selon ce qu'on leur a dit, que la loi togolaise sur le travail ne permet pas qu'un expatrié travaille au Togo plus de 4 ans. Après 4 ans, il faut qu'il quitte. Mais il y a des gens qui sont là depuis 10, 15 ans. Depuis Télécel, il y a certains étrangers qui étaient là qui bossaient avant que Télécel devienne Move. Et ils sont là depuis, comme ça. Il y a un nouveau DG qui est là selon nos infos. Et une semaine après son arrivée, on apprend que ils sont 12 hauts cadres. Hein. C'est des gens qui occupent de fonctions, les directeurs de département, de beaucoup de trucs. Et tout ce monde, on a dit de quitter. Ils sont du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la France et ailleurs. Des gens qui sont ici chez nous, on leur dit de quitter. Je ne sais pas si vous êtes à l'information, vous êtes au courant de l'information. Togo Matin a parlé lundi, d'autres journaux en ont parlé, le Médium par exemple en a parlé aussi. Oui, moi je pense que ça doit être 14, hein. C'est 14 cadres. Bon, 12 ou 14, bon, c'est ce que j'ai prévu. Il y a d'autres médias qui ont annoncé 14. Mais il faut rappeler que Move est une filiale de... Move Togo est une filiale de Maroc Télécom. Oui. C'est ça, et depuis quelques jours, quelques semaines, il y a un nouveau DG marocain qui est à la tête de la société. Donc, je crois que le DG s'est appuyé sur les tests de la législation togolaise qui demande à ce qu'un expatrié ne puisse pas travailler pendant plus de 4 ans. C'est-à-dire qu'il a un contrat de 2 ans renouvelable une seule fois. Et au terme de ce contrat, il faut quand même qu'il soit en mesure de repartir pour qu'on voit si sa compétence n'est pas retrouvée sur le terrain, on pourra lui refaire appel. Et donc, ces employés dont il est question, ces hauts cadres dont il est question, sont là pour certains depuis plus de 8 ans, pour d'autres depuis plus de 10 ans, je crois. C'est des gens qui étaient là depuis plusieurs années. Et un matin comme ça, on leur signifie qu'ils sont priés de libérer les lieux parce que le contrat qui les liait à Move Togo est venu à terme depuis des années. Et quand ça se passe comme ça, moi je pense que d'abord l'administration de Move Togo n'a pas respecté les règles de l'art puisque c'est 72 heures. On a signé, on leur a notifié la note, ou bien on leur a signifié la note, et puis 72 heures après, on leur a demandé de vider les lieux. Cela ne s'est pas fait dans les règles de l'art, au moins pour un individu qui est là avec sa famille depuis plusieurs années, venu de l'étranger, et à qui on demande de mettre 72 heures pour quitter, ça pose un petit problème. Mais aussi, les hauts cadres dont il est question devraient en réalité savoir que aussi longtemps qu'ils n'ont plus, le contrat n'est plus valable, parce que quand vous faites 4 ans, vous devriez vous rendre compte qu'après 4 ans, à tout moment, on peut vous demander de partir. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que cette situation devrait, en réalité... Mais là, selon nos infos, au niveau de l'inspection du travail, on nous dit qu'il y a une disposition qui permet qu'après 4 ans, on peut... la société peut notifier à l'inspection du travail que bon, celui-ci, on veut le garder. Voilà. Donc, et ça revenait à Move de négocier avec les négocier. Et pas aux employeurs eux-mêmes. Oui, vous savez que Move Togo, il faut le dire, hein, Move Togo n'a qu'un seul concurrent actuellement sur le territoire, c'est Togocel. Et quand on voit les moyens dont dispose Togocel par rapport à Move Togo, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas pareil. Et donc sur le terrain, la concurrence est dure, est rude, mais Togocel arrive toujours à prendre le dessus parce que c'est une société d'État. Et donc, Move fait des efforts, des installations, des équipements qu'ils achètent, mais en même temps, il faut savoir que le salaire des hauts cadres à Move peut aussi grever le budget. Il faut trouver une situation beaucoup plus tactique et diplomatique pour remercier des gens, histoire de se redonner une santé financière. Et ensuite, quand on lit certaines publications, hein, les gens accusent le nouveau DG de faire en sorte que ses compatriotes, c'est-à-dire que les Marocains puissent venir prendre la place de ces expatriés-là qu'on est en train de mettre sur le plancher. Mais dans ce combat-là, ou bien dans ce duel, c'est l'État togolais qui doit prendre le dessus parce que nous avons des ingénieurs, nous avons des hauts cadres télécoms togolais, on a des concitoyens qui sont des spécialistes dans le domaine, mais qui sont là, soit qui sont au chômage, ou qui travaillent dans d'autres sociétés, mais qui ne perçoivent pas ce qui est relatif à leur diplôme. Et donc, moi, je pense que l'État togolais peut même, à l'avenir, imposer à ces filiales ou bien à ces multinationales qui viennent s'installer ici, soit pour les postes de direction, s'il y en a 10, on peut demander au moins un quota pour 3 ou 4 cadres togolais. Et donc, moi, je pense que cette situation qui prévoit Move, nous, loin de nous, la prétention de prendre parti pour X ou pour Y, mais l'analyse, moi, je pense qu'elle est beaucoup plus objective. Et ceux qu'on a, les expatriés qu'on a mis sur le carreau, s'ils pensent que leurs droits ont été violés, il y a la justice.
Le Togo est un État de droit. Carlos, aujourd'hui, on a des Togolais dans d'autres pays qui travaillent depuis 10, 15, 20 ans. Les Togolais qui ont travaillé à l'étranger, qui travaillent à leur retraite au Gabon, au Congo, ailleurs, partout. Aujourd'hui, voilà, c'est des expatriés étrangers ici. Ont pris de quitter leur boulot, un mouvementé comme ça, sans même les prévenir auparavant. Oui, moi j'évite souvent de rentrer dans des considérations subjectives pour dire que voilà, le monde est devenu un monde planétaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'entité. Quand vous allez dans les pays de l'Union européenne, les lois se valent pour tous les pays et on ne dit pas que voilà, tel est de tel pays. C'est en Afrique qu'on a cette balkanisation qui permet de dire que tel est de tel pays, tel est de tel autre pays. Et j'ai aimé la conclusion de El Hadj Sam Diobo par rapport à la question quand il dit que la justice va faire son travail. C'est la loi qui régit les dispositions. Et quand on respecte la loi dans toutes les administrations, dans tous les pays, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce que l'administration fonctionne normalement. Je me rappelle, il y a 2 ans de cela, Move s'était équipé en matériel de Ericsson qui libérait automatiquement, parce que ces matériels étaient automatiques, et libérait automatiquement un certain nombre d'employés. Et on devait licencier ces employés. C'est la ministre Sina Lawson qui est intervenue pour dire non, jamais on ne doit licencier les employés parce que ce ne sont pas les employés qui sont fautifs du fait qu'on amène du matériel qui remplace le travail de ces employés. Et à la fin, ces employés ont été maintenus. Et dans une administration, vous savez que Move a connu plusieurs mutations. De Ferraille, le DG Ferraille, à l'époque, ça par Djibril Ouattara pour arriver aujourd'hui au Marocain, il y a plusieurs mutations. Et dans tous les pays, vous savez, quand on finit les élections, on organise, c'est-à-dire que le gagnant met en place un nouveau gouvernement. Et quand vous venez, vous faites votre audit, vous faites vos observations, vous faites vos entretiens, vous constatez que dans la boîte, il n'y a pas de performance par rapport au travail d'un certain nombre de personnes, mais vous êtes en droit, en tant que directeur général, de prendre vos responsabilités et de dire que bon, voilà, je veux essayer de libérer un certain nombre de personnes par rapport à des performances que je veux. Donc, mais c'est une décision discriminatoire. Et si la loi vous l'autorise, et justement cette loi qui dit que les expatriés, après avoir fait 4 ans, doivent quitter le pays ou bien doivent avoir une reconduction tacite. Bon, après avoir fait les 4 ans, doivent déjà s'attendre, comme l'a dit Sam Diobo, doivent s'attendre à laisser la place pour d'autres personnes. Une entreprise, une société privée, c'est les mouvements, c'est une certaine dynamique. Et personne ne peut dire que moi je suis là depuis 8 ans, je suis là depuis 10 ans. Et je disais tantôt à des amis quand j'avais eu écho de cette situation, qu'il n'est pas écrit sur les CV de ces agents, de ces cadres de Move, exclusivement valable pour Move. S'ils se valent, s'ils ont des compétences à faire valoir, mais ils n'ont qu'à aller trouver ailleurs. Mais c'est pas facile, c'est pas facile de commencer à zéro. Moi je vois, non, c'est pas facile de commencer à zéro. On ne peut pas commencer à zéro. Moi je vois des mouvements dans les banques. Vous imaginez, quand un agent de banque, un cadre de banque est licencié par exemple dans une banque, le lendemain, une autre banque l'appelle automatiquement. Parce que, mais c'est pas évident, nous sommes au Togo. Non, je ne suis pas togolais. Ce sont des informations que je donne. Ça veut dire que moi je sais comment il y a les mouvements au niveau des banques. Moi je connais beaucoup de personnes qui sont dans d'autres banques. Quand une banque arrive, quand la personne est licenciée, quand la personne a des problèmes, rapidement l'autre le récupère parce qu'on sait que ces personnes ont des compétences à faire valoir. Donc on ne peut pas, vous savez, la dynamique, l'alternance a toujours fait évoluer, la démocratie a toujours l'invité est là. Il est bon. Dans ce cas d'espèce, ces gens qui sont licenciés ne peuvent plus travailler au Togo puisqu'on leur dit qu'ils ont déjà fait 4 ans de boulot. Non, ils peuvent travailler ailleurs. Non, ils peuvent travailler dans une autre institution. Ce n'est pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler dans la même entreprise pendant les 4 ans. On peut faire la reconduction tacite du contrat. Ils peuvent retourner dans une autre revoir leur contrat sur la base des 4 ans. Donc, s'ils ont des compétences à faire valoir, s'ils sont bons et tout ça là, mais il suffit de déposer leur CV dans d'autres entreprises, ben ils vont faire ce truc là. Et puis, il y a de l'emploi également dans leur pays. Ben s'ils retournent à leur pays, ils vont trouver de l'emploi à l'étranger. Donc, il ne faut pas en faire une grande histoire. Cette histoire-là, j'ai été... Bon, pour ceux qui connaissent le journal indépendant, nous avons été ceux qui critiquent beaucoup Move Togo par rapport à ses prestations. Mais sur ce cas particulier, je risque de donner raison aux patrons qui ont une vision d'amélioration de leurs prestations de performance et qui prennent les dispositions. Merci Carlos, merci Sam Diobo. Mesdames, Messieurs, nous marquons la pause publicitaire. Derrière la pause, nous recevons notre invité.
Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis. Retour en studio à notre invité, c'est Atakpama Gimdewa, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes délégué aux affaires intérieures du Parti Togolais. Votre parti se porte très bien, comment ça se passe? Le parti va très bien, Ouais. et nous continuons nos activités. D'ailleurs, même le 11, mardi, nous allons faire un séminaire comme nous avons l'habitude de le faire. Nous avons un programme de formation civique, si vous vous rappelez bien, et chaque mois, nous parlons aux différentes couches de la société togolaise pour les outiller à prendre leurs responsabilités parce que nous pensons qu'il faut donner aux citoyens les informations nécessaires pour prendre en main leur destinée. Voilà. Mais visiblement dans la presse, c'est parce qu'on voit votre parti n'est pas aussi en bonne forme comme vous le dites, parce que là votre président a des soucis, des années judiciaires, et c'est sérieux, on le sait, et du coup il me dit que le parti se porte très bien. C'est comme si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe sur votre président Albert Olympio. Non. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Déjà, vous êtes journaliste et vous suivez très bien l'actualité. Vous savez très bien que dès le début, Alberto n'a pas construit le parti autour de sa personne unique et que le parti a des organes qui fonctionnent. Maintenant, sur le traitement journalistique, si vous le permettez bien, parce que je suis avec 3 journalistes ici et ça me permet de parler aussi de ce traitement journalistique au niveau de l'affaire dont on parle. Et je regrette et je souhaite, parce que c'est pour ça aussi qu'on fait ce combat, qu'il y ait un fonds presse pour que les journalistes, tous les journalistes, puissent faire correctement leur travail, parce qu'il y a parmi vous beaucoup de bitosards qui n'hésitent pas à écrire n'importe quoi sans vérifier. Vous voyez? On vous donne l'idée. Laissez-le terminer. Les problèmes de responsabilité. Non, laissez-le, Carlos, laissez-le terminer d'abord. Je donnerai toutes les explications. Je ne vais esquisser aucune question. Calmez-vous. Et ce sera vérifiable. Après, vous pouvez vérifier partout. Parce que, figurez-vous, moi, je me suis bien renseigné. Et donc, quand je parlais de certains d'entre vous qui sont bitosards, vous voyez, vous les connaissez. Il y en a, quand vous prenez l'exemple de monsieur... Non, on va citer le nom ici, s'il vous plaît. On va citer le nom, si vous permettez. Bon, quand vous prenez l'exemple des gens qui disent des choses sans vérifier, alors qu'on les connaît très bien, ils faisaient ces choses-là. Ils faisaient au domicile de monsieur Alberto pour des visites de... Oui, non, mais il faut pas lier. C'est pas parce que les journalistes ont menti. Oui, il a des années judiciaires. Est-ce que c'est faux? C'est faux. Il n'a pas d'année judiciaire. Non, monsieur, laissez-le parler, il n'a rien répondu. S'il n'y a pas d'année judiciaire, et ce qu'on lui reproche. Prenons un à un ce qu'on lui reproche. Vous savez très bien qu'il y a 4 chefs d'accusation. Le premier chef d'accusation, c'est qu'on l'accuse d'avoir détourné 6 milliards, à peu près 6 milliards de francs CFA de sommes que Coris aurait mis dans l'entreprise enceinte. Maintenant, vous prenez la justice. Aurait mis ou bien a mis, parce que la réalité, c'est qu'il a reconnu qu'il y a une affaire de 6 milliards qui le secoue au niveau de... Est-ce que vous voulez bien comprendre les explications? Non, parce que nous sommes informés. Nous sommes Chers confrères, comme vous doutez, chers confrères, laissez l'invité aller au bout de cette idée, après on va te poser des questions. On prend les 6 milliards que Coris a mis dans le capital de la Ascent Corporation. D'accord? Et quand on prend ça au niveau de la justice, aussi bien le premier réquisitoire fait collégialement par le parquet, aussi bien le deuxième réquisitoire fait par le juge seul en catimini, dans les deux, on a dit que c'est infondé. C'est zéro, il n'a jamais... Et vous pouvez aller vérifier, réclamer les dossiers, vous allez voir que dans les deux réquisitoire, Alberto est lavé de tout soupçon, on a dit que la plainte est infondée.
Deuxième chef d'accusation, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit qu'il aurait utilisé l'argent mis par Coris dans Asset pour d'autres fins personnelles. Ouais. Là aussi, prenez la peine de demander aux banques, prenez la peine même de demander à Coris. Oui, il a trouvé l'argent. S'il vous plaît, monsieur. Oui, Carlos, il a trouvé l'argent où pour. Ne jouez pas à la fiction. Non, s'il vous plaît. Non, monsieur, c'est comment la parole, s'il vous plaît. Monsieur, c'est comment la parole. C'est pour parler de la société Accent parce que il est militant de parti. Alberto Olympio gère comme affaire sa société. Lui ne peut pas le montrer. Il est militant fanatique. La cause, ton frère. Laissez l'invité parler, s'il vous plaît. Laissez l'invité parler, après on lui pose des questions. Monsieur Amen, vous voyez bien que quand je parle de nos confrères journalistes, là vous êtes en train de faire de la fiction. Non, c'est la réalité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous maîtrisez la société Carlos dans cette Carlos, en tant que journaliste, est-ce que vous ne pouvez pas aller où il y a l'information? Mais nous sommes allés à l'information. Nous avons les informations. Monsieur, on continue. Nous avons les informations. Carlos, on les laisse parler. Vous n'allez pas est-ce que oui ou non, les deux réquisitoires ont lavé de tout soupçon Alberto? Comment en est-on arrivé à une condamnation? Alors, maintenant il a été condamné. Il y a un mandat d'arrêt international qui fait. Je vais revenir là-dessus. Mais on lui reproche 4 choses. Pour la première chose, est-ce que oui ou non la justice togolaise, même dans ces deux réquisitoires, a lavé de tout soupçon Alberto ou pas? On a dit que non, il n'a jamais détourné. Bon, nous n'avons pas vu le réquisitoire, donc bon. Allez vérifier. On a dit qu'il n'a jamais détourné. Vous savez. Laissez-moi. Laissez-moi une pause. Non, je vais donner les informations aux citoyens qui nous occupent ici. On y va rapidement. Le temps passe aussi. Il a posé une question. Carlos après. Deuxième chef d'accusation, on l'accuse d'avoir donné de faux renseignements pour pouvoir bénéficier d'un prêt. Bien, là encore, quand vous prenez... Faux en écriture. Non, avant ça c'est troisième. Ok. Deuxième chef d'accusation, on dit il a donné de faux renseignements. Ça veut dire qu'il aurait dit donner de faux renseignements sur la santé de son entreprise pour pouvoir bénéficier du crédit de Coris. Là encore, si vous regardez les informations de l'époque dans la presse, d'accord, qu'est-ce qui a été dit? Monsieur Noël Eclos, qui aujourd'hui dit ça, lui-même a dit dans la presse que c'est en fonction des qualités managériales d'Alberto qu'ils ont eu confiance. Et puis comment ça se fait? Accent, ce n'est pas une société du coin comme c'est géré les histoires de Togo Télécom ici ou là. C'est une société internationale où avant de mettre l'argent dans la société, vous-même, vous devez faire appel à un cabinet indépendant. C'est ce qu'on appelle la due diligence. Et ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, un cabinet indépendant désigné par Noël Eclos lui-même, qui représente Coris, a dit qu'il n'y a pas de souci. C'est pas Alberto qui a donné des renseignements. Quelle est la garantie du prêt de 6 milliards engagé pour M. Alberto Olympio? Quelle est la garantie? Qu'est-ce que vous racontez? Répondez à la question. Vous demandez, vous voulez nous éclairer. Je parlais de la vous maîtrisez. Vous parlez de quelle est la garantie? Quel est le capital de Accent au moment des prêts? Vous les connaissez? Dites-le moi. Non, vous n'allez pas poser de questions. Vous êtes là, vous répondez aux questions. Vous éclairez. Vous êtes libre aussi de ne pas répondre aux questions. Alors maintenant, on va évoluer. Vous autres, vous ne posez pas de questions, mais vous répondez, s'il vous plaît. Non, c'est parce que. Quelle la garantie? C'est nous qui donne une garantie conséquente. Vous avez une capitale et vous avez une garantie. Et par rapport à l'époque, le cabinet indépendant que Monsieur Noël lui-même a choisi, Monsieur Noël Eclos, le neveu de Koulare Eclos, lui-même a choisi à l'époque, eux-mêmes, le cabinet même a dit que c'est nickel. Il faut mettre l'argent là-bas parce que, figurez-vous, c'est pas parce que la société Accent avait des problèmes. C'est-à-dire que c'est pas comme je vais voir quelqu'un, donne-moi de l'argent, je vais mettre dans un business. Non. Le business même de Coris, c'est un fonds. C'est-à-dire qu'on repère les business qui marchent
on investit pour avoir demain. Voilà. Et pour les sorties fidèles de la BO de Selon Mes Infos. Et ils ont eu des dividendes chaque année depuis qu'ils ont mis l'affaire là-bas. Donc ça, c'est le deuxième chef d'accusation. On va rapidement. Voilà. Troisième chef d'accusation. Donc vous voyez que je suis en train de descendre un à un, de donner des arguments, pas parler en les chefs d'accusation. Troisième chef d'accusation. À la condamnation. Troisième chef d'accusation. On dit qu'il aurait fait usage, un autre usage de son crédit là, pour faire autre chose que ce qui a été déclaré. C'est ça. Quatrième, on parle de faux en écriture, etc. Mais normalement, demandez au juge, demandez au procureur, si une seule fois ils ont pris contact avec les banques, parce qu'il y a les preuves, les banques en question, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. C'est-à-dire vérification d'informations, c'est tout. Ouais. Combien, quand est-ce qu'une fois seulement, aussi bien le procureur ou le juge, est-ce qu'ils ont envoyé quelqu'un à Dakar pour s'enquérir de ce qui s'est passé? Non. On prend juste... Non, mais ils ne diront pas. Ils ne l'ont pas fait. Regardez le dossier, ça n'a pas été fait. Dans la presse, on a lu que sur le compte de Arsène d'Abidjan, c'est environ 3 millions de francs CFA qu'on a retrouvé. Est-ce que vous confirmez? Non, je ne confirme pas tout ça. J'essaie de vous montrer juste que il ne pouvait pas faire de faux en écriture parce que, et si vous demandez même à Noël et Claude, il sait très bien que dans les structures à Sainte, il faut 3 signatures. Donc si je comprends bien, il faut 3 signatures. Vous pensez que votre président il est harcelé? Il est harcelé parce qu'il est engagé politiquement, c'est ce que vous êtes en train de dire ce matin? Nous, on regarde les faits. Ouais. Et en conclusion, on regarde les faits. La conclusion que vous tirez? Vous voulez que je vous parle de tout ce que des chefs d'accusation pour montrer que c'est non, vous voulez juste que j'affirme. Mais il a parcouru les 4 chefs d'accusation déjà. Je ne vais pas donner les preuves qui montrent qu'il n'a pas fait pour les deux. Rapidement, parce que maintenant, pourquoi on le condamne? Pourquoi le condamne? Ça, c'est une bonne question parce que aussi bien les chefs d'accusation, on voit que c'est vide. D'accord? On le condamne. Moi, je me demande encore pourquoi on le commande. Et je pense que, en tant que journaliste, il faudrait faire votre enquête pour montrer réellement. Mais vous êtes là, vous êtes une source d'information. Donnez-nous les informations plutôt que de nous dire chaque fois que vous êtes journaliste. Mais demandez à ceux qui l'ont condamné. Demandez à ceux qui l'ont condamné. Nous avons déjà des informations. Maintenant, confirmez-nous, infirmez-nous ce que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir accusé d'avoir détourné à d'autres faits. Demandez à ceux qui l'accusent, d'accord, pourquoi ils le condamnent alors que les chefs d'accusation ont montré que, après 18 mois d'enquête, ont montré que Alberto n'a rien à se reprocher. Là, ils nous diront pourquoi. Parce que ce que moi je sais, c'est que Noël et Claude étaient allés voir Alberto quand il a appris que Alberto rentre en politique. Il était paniqué. Il dit, mais je ne comprends pas, il fallait me dire que... Il n'est pas un homme politique, Noël et Claude. Pourquoi il va être paniqué? C'est ça la question que je me pose. Et c'est ça la question que Alberto s'est posée. Pourquoi il est paniqué? Et l'autre question, c'est que pourquoi un ministre du Togo va le voir, ce Noël et Claude, pour lui demander des comptes sur les faits, les fonds qu'il aurait évités. Moi, je trouve la démarche de Noël et Claude logique parce que si, moi, tu me dois 100 000 francs et puis je te vois en train de manger le poulet rôti, mais je vais m'inquiéter. Voilà. Maintenant, revenons à la chose. Alberto ne doit pas de l'argent à Noël et Claude. C'est un investissement sur 5 ans pour la société, d'accord? Et dans l'accord, Noël n'a pas le droit de retirer son argent. Ce n'est pas un prêt, c'est un investissement. Et chaque année, ça veut dire que si chaque année il n'avait pas ses dividendes, il peut s'inquiéter. Il peut se plaindre. Il peut se plaindre. Mais chaque année, il a les dividendes. Il avait toujours les dividendes. Il ne devait pas réclamer, il ne devait pas demander de récupérer les 6 milliards. Voilà. Maintenant, quand il a commencé à dire qu'il panique, qu'il panique, Alberto a dit, d'accord, je comprends que tu as peur, d'accord, parce que je ne sais pas d'où tu prends ton argent. Peut-être que tu as peur de mon engagement politique. Maintenant, on va trouver d'autres investisseurs. Ils rachètent les actions. Comme ça, toi, tu n'es plus dans l'action d'Ancêtre, tu n'as plus rien à te reprocher, tu n'as plus peur de rien, et puis c'est réglé comme ça. Tout ça, là, c'est dans le dossier, chez le juge d'instruction. Allez lui demander s'il n'y a pas ça dans son dossier. Mais jusqu'ici, Noël Le Claude ne vient pas récupérer, il ne veut pas récupérer son argent pour pouvoir laisser les investisseurs qui aujourd'hui courent derrière Alberto pour mettre leur argent dans Ancêtre. Noël Le Claude refuse. Maintenant, pourquoi il refuse? Au niveau de la plainte, Arsène dossier porté plainte contre M. Alberto Olympio. Maintenant, regardez Arsène. La société Arsène qui appartient à Alberto Olympio. Oui, je vous explique. Parce qu'il faut regarder maintenant la configuration d'Arsène actuelle. Déjà, posez-vous la question pourquoi les associés
de Noël et Claude dans Coris, là, les deux plus grands associés ont démissionné de Coris depuis ces affaires-là. Deuxième question. Parce que ça ne va pas, il ne trouve pas que... Ils n'ont pas démissionné quand Alberto était à Saint-Étienne. Continue s'il vous plaît. Ils ont démissionné maintenant quand Alberto est parti dans cette et que c'est Noël et Claude qui prend les plus grandes décisions. Okay. Donc posez-vous bien les bonnes questions. Deuxième question, pourquoi depuis là, les salariés les plus compétents dans cette partie en cascade, c'est des démissions en cascade. Et demandez-vous pourquoi, en l'espace ça veut dire chaque 2 mois, le CEO, le directeur général d'Assent là, il démissionne. C'est parce que l'entreprise ne marche pas. C'est des problèmes derrière. Justement, ça ne marche pas au moment où Alberto n'est plus le moment où les problèmes sont. La question que moi je voudrais poser, pourquoi alors selon vous a condamné M. Alberto Olympio? Parce que déjà, c'est pourquoi je dis. C'est de façon injuste. Mais c'est injuste. C'est une cavale puisqu'ils n'ont pas respecté la procédure légale. Tout ce qui a été reproché à Alberto, on voit que c'est vide. D'accord? Maintenant, posez-vous aussi une autre question. Au niveau des sanctions, les 6 milliards dont on parle, ce n'est pas un remboursement qu'on va faire à Coris. Les dommages et intérêts là, c'est à l'État togolais. Pourquoi une société qui n'a même pas son siège au Togo peut verser en dommages et intérêts 6 milliards à l'État. Non, c'est 1,3 milliard. Non, les 1,3 milliard là, c'est au Coris. C'est Coris qui prend les 1,3 milliards. Et donc, qui prend les 6 milliards? Les 6 milliards, c'est l'État. Non, c'est 6 milliards. Bien sûr, vérifiez ce que je dis. Alors, vérifiez bien ce que je dis. La prochaine étape au niveau du parti des Togolais, c'est quoi? Aujourd'hui, votre président est condamné, il y a un mandat d'arrêt international qui est. Quelle est la stratégie? Il va le faire, il a déjà fait l'appel? Il va faire l'appel. Alberto est déterminé à aller jusqu'au bout. Et je vous promets que sur cette affaire, vous allez voir les dessous vraiment de cette affaire. Vous les journalistes, on va vous donner les informations. Vous allez comprendre les liaisons dangereuses entre le monde politique et le monde des affaires. Il faut le dire, c'est l'occasion. Est-ce que le pouvoir unir va voir Alberto Olympio en politique? Est-ce qu'Alberto Olympio constitue une menace pour le pouvoir politique? Vous allez comprendre tout ça puisque Alberto va faire, vous l'avez connu sous le nom de Monsieur Fichier électoral. Aujourd'hui, vous allez le connaître sous le nom de Monsieur Transparence. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Ils ont voulu régler cette affaire vite fait, mais ils viennent d'ouvrir la boîte de Pandore. Et nous allons montrer toutes les manipulations politiques, les liaisons dangereuses. Vous allez voir pourquoi c'est seulement certains hommes d'affaires seulement dans ce pays qui ont les marchés, qui ont les prêts, qui ont les capitaux. Vous allez voir par l'affaire Alberto, vous allez voir comment c'est ficelé. Donc c'est les liens. Nous ne menaçons pas, nous disons que nous allons donner à toute transparence les dessous de cette affaire. Ceux qui sont derrière cette manifestation, ce sera, vous allez voir à travers les actions de la justice. Et monsieur Alberto viendra à Lomé pour faire une conférence de presse ou bien quoi? Est-ce qu'il viendra à Lomé? Le problème qui le poursuit. Vous savez, demandez-vous pourquoi, quand ils n'arrivent pas quand ils ont fait un mandat d'arrêt international contre Alberto, pourquoi Alberto n'est pas inquiété? C'est parce que dans d'autres pays... Il est rentré? Non. Il n'est pas rentré, mais on a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Mais demandez-vous pourquoi les autres pays ne font pas fi de ça. Il est où actuellement? En ce moment où je vous parle, il est à Dakar, au Sénégal, avec n'est pas un fugitif. Oui. Maintenant, demandez-vous pourquoi certains pays ne respectent pas ce mandat. Parce que eux, au moins, ils respectent les procédures légales, ils respectent la loi. Alors, merci. Moi, je voudrais poser une question. Une seconde. Si je comprends bien, au niveau du Sénégal, par exemple, on ne prend pas en considération la condamnation du Alberto Olympio au Togo. Si c'était le cas, vous allez voir que le Sénégal allait l'arrêter et l'amener ici. Alors, moi, la question que moi je voudrais poser est toute simple. Alberto Olympio, il est venu au Togo, il est arrivé en politique comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et il n'était connu de nulle part ici au Togo et il arrive en politique. Alors, il y a beaucoup d'informations qui ont laissé croire que c'est parce que Alberto Olympio était conscient du trou qu'il a déjà creusé au sein de la société avec ses partenaires qui voulaient utiliser la politique comme un paravent. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, parce que regardez, la société n'a pas son siège au Togo. D'accord? Donc ça veut dire que dans les autres pays, c'est une société internationale. Il pouvait être inquiété là-bas s'il avait un trou justement comme vous le dites. D'accord? Mais dans ces pays, la personne n'a porté plainte contre lui. Maintenant, le plaignant, pourquoi c'est au Togo où la société n'existe pas qu'il a choisi? C'est parce que lui compte sur autre chose que la loi.
S'il comptait sur la loi. Mais à l'époque, Albert résidait au Togo, il était là pour ses activités politiques. C'est pourquoi la plainte a été faite au Togo. Non, c'est pas pour ça que ça a été fait au Togo. Alors Justement parce que si c'était ça, parce que c'est pour répondre à votre question. Parce que vous dites, ah, il a voulu essayer ça, mais c'est pas au Togo qu'on vient se réfugier parce que dans la politique et ne pas être arrêté. C'est-à-dire que vous faites un truc au Togo. C'est pas un truc au Togo qu'on va aller se cacher sur des... Et c'est une société, une entreprise internationale. Donc il ne peut pas venir faire la politique comme ça pour se cacher. Aujourd'hui, pourquoi il n'est pas au Togo? Si c'était pour se cacher au Togo, il n'est pas au Togo, il est au Sénégal. Personne ne l'inquiète. Et c'est ici au Togo qu'on l'inquiète. C'est sûr que personne ne l'inquiète. Personne ne l'inquiète. Quand sur les développements, votre développement, on sent que vous avez, bon, ça c'est de bonne guerre, hein. Vous êtes un militant, vous avez écouté un seul son de cloche, et vous êtes justement, je n'ai pas écouté un son de cloche, puisque je vous donne des informations qui sont vérifiables. Est-ce que vous avez appelé les banques, par exemple, pour leur demander, est-ce que ça existe réellement, les histoires de faux? Appelez cette banque-là, vous allez avoir les informations. Vous ne le faites pas, mais moi j'ai vérifié l'information. Oui, mais voilà, là, quand on voit que vous êtes lié à votre documentation, on se rend compte que c'est comme vous êtes en mission, voilà, vous êtes venu pour blanchir les prêtez des intentions aux gens sans preuve. Non, ce n'est pas des intentions. Moi, je suis en train de vous donner, par exemple, que si vous voulez des informations, posez la question aux banques où on l'accuse qu'il a fait des faux là-bas, ils vont vous donner les vraies informations. Ne me demandez pas. Est-ce que c'est un tort? Alors, monsieur, est-ce que c'est être en mission? Est-ce que c'est être en mission que vous devez aller chercher la mission? Vous êtes un militant. Non, je ne suis pas. Monsieur, attaque vraiment, on va évoluer. Non, on va évoluer. Mieux de parler de la politique. Quelle est la politique d'Alberto Olympio au niveau du parti togolais? La politique de M. Alberto Olympio. Alberto Olympio est toujours le président du parti des Togolais. Alberto Olympio est toujours aux commandes du parti et nous avançons, nous travaillons. Et puis, je voudrais vous dire aux militants de ne pas se laisser distraire et à tous les Togolais. Rien n'arrivera à Alberto. Au contraire, nous allons montrer que on n'attaque pas n'importe qui. Ils ont l'habitude de faire des machinations et ça marchait. Mais Alberto est une arête qu'on ne peut pas avaler facilement. Il va le montrer. La loi, c'est pourquoi je vous dis, vous allez le connaître aujourd'hui sous le nom de Monsieur Transparence. Il va montrer qu'on ne s'attaque pas impunément à un innocent et qu'un juge et un juge d'instruction et un procureur de la République ne peuvent pas impunément violer la loi parce que quelqu'un leur aurait dit d'emprisonner quelqu'un coûte que coûte. Alberto sera avec le parti des Togo. Alors c'est quand on retrouve sur le terrain sur Togo en politique? Ça fait bientôt un an et demi qu'il n'est plus là, il n'a plus mis pied au Togo, il va revenir bientôt, on compte la voir. Il viendra bientôt, mais quand il va annoncer la date, vous serez les premiers à être au courant. Mais pour le moment, il est occupé à régler cette affaire-là. Est-ce que le parti a encore des moyens pour mener ses activités? Bien sûr, puisque parce que s'il avait les moyens, il paierait et puis ce problème ce serait résolu. Non, mais justement, ne peut pas ça. Non, justement, c'est pas ça. Parce que je vous ai montré que le but de Noël Leclos, ce n'était pas de récupérer l'argent. Puisque des investisseurs sont là, ils attendent juste acheter et les actions en question pour lui donner son argent, lui-même refuse, il n'y va pas. Écoute, si on regarde même les sanctions, on voit que ce n'est pas à Coris que l'argent va aller, c'est à l'État togolais. Vous voyez bien que ce n'est pas seulement une histoire d'argent, il y a des gens qui veulent le mettre en prison et ils ne vont pas arriver à le faire. Pour quelle raison? Justement, parce que Alberto est en train d'inquiéter les gens. Politiquement? Non, inquiété sur quel plan, s'il vous plaît? Oui. C'est un homme politique. Oui, il inquiète sur quel plan? C'est un homme politique. Bien sûr que ça sous-entend que les gens ont peur de son action. Parce que déjà, quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de comment il est arrivé. Et tout le monde se rappelle. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel village, n'appelez même pas Alberto, dites Monsieur Fichier, tout le monde dit ah, celui qui est venu. Mais donc pour vous, monsieur Alberto est plus violent que Jean-Pierre Fabre, par exemple? C'est dans l'émotion de votre attachement. Dans l'euphorie, plutôt. Oui. Moi, je pense plutôt, parlant du fichier. Je vais poser une question, Alberto Olympio est plus populaire, par exemple, que Fabre. Jean-Pierre Fabre qui est sur le terrain, il inquiète beaucoup plus que Fabre. Ne m'entraînez pas sur le terrain de juger un autre homme politique. Oui, puisque nous sommes tous des hommes politiques aujourd'hui. Si on devait inquiéter, je crois que Fabre devait être encore beaucoup plus inquiété. À moins que lui ne soit pas mis dans les affaires
de milliards qui puissent... Écoutez, je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites sur Fabre. Je ne sais pas s'il n'est pas inquiété, s'il vous est inquiété. Je suis un homme politique aussi et nous sommes tous de l'opposition. Ne comptez pas sur moi pour dire quoi que ce soit sur M. Fabre, sur ce terrain. Je suis ici pour vous donner des informations sur l'affaire. Sur le parti et sur la politique, parce que vous dites qu'il est reconnu partout comme M. Fichier. C'est pourquoi je demande s'il est plus reconnu que Jean-Pierre Fabre, qui est le leader de l'opposition. Ou bien sur autre chose. En politique, sur la... Je vous ai donné un fait précis. J'ai une question. Parlant justement du fichier électoral, peut-être vous êtes militant de première heure du Parti des Togolais, mais il y a des confidences ou des indiscrétions que M. Alberto Olympio ne partage pas avec vous. Est-ce que vous êtes au courant que M. Alberto a proposé au pouvoir de travailler avec lui? Vous avez des preuves? Vous avez vérifié cette information? C'est bien vérifié. Vous avez des preuves? Oui, mais le journaliste, sauf que je ne peux pas te donner mes preuves. Je ne te demande pas les sources, je demande les preuves. Un journaliste ne donne pas ses sources. Mais je vous donne les preuves. Vous êtes au courant parce que c'est faux, c'est absolument faux. Donc donnez-moi les preuves. Non, nous on veut que vous le confirmiez ou bien vous l'infirmiez. C'est faux, c'est faux. Monsieur Attaquement, l'émission en tirant, ça fait dommage qu'on n'a pas eu le temps de parler des choses vraiment intéressantes. C'est un peu frafouillé de gauche à droite, on présente vos excuses. Alors, dites-nous, le Parti de Togolais, dans 2 ans, il y aura les législatives, et bien avant, il faut qu'on ait les réformes, tout ça là. Où en êtes-vous au niveau du Parti Togolais? Au niveau du Parti des Togolais, nous allons prendre nos engagements. C'est pour ça que nous continuons notre travail. Et tout ce qui est les rendez-vous que nous avons au niveau des élections, ce sera avec M. Alberto Olympio, je vous le promets, je vous le garantis. Et je vous dis encore une fois que, à force, parce que des gens ont voulu à tout prix mettre en prison Alberto Olympio, malheureusement pour eux, dans cette affaire-là, ils ont fait des erreurs. Malheureusement pour eux, ils ont violé la loi. Comme dans beaucoup d'autres affaires judiciaires qu'on a connues au Togo. Qu'on a connues au Togo. Est-ce que c'est bien qu'un pays qui se dit état de droit viole les lois comme ça? Donc justement, malheureusement pour eux, ils ont fait tout ça et ils vont faire face à la justice parce que Alberto ne se laisse pas faire. On va dire la justice, on va dire le droit. Et pour finir, je voulais vous dire que on ne peut pas impunément aujourd'hui arrêter et mettre en prison un innocent. Nous allons faire toute la lumière là-dessus et nous allons participer avec nos moyens, comme vous l'avez dit. Je vous rappelle que nous allons faire un séminaire le 11 au siège du parti. Ce séminaire, ça sera sur le rôle des femmes dans l'action citoyenne au Togo et on va revenir sur tout ça pour donner encore aux citoyens togolais les outils pour lutter contre ce régime qui viole chaque jour. Et le sommet sur la sécurité maritime, ça ne vous concerne pas? Vous n'êtes pas intéressé par le sommet? Nous n'avons pas été invités et donc on ne peut pas aujourd'hui dire si on est intéressé ou pas, puisque nous n'avons pas été invités. Je voudrais peut-être une dernière question. Un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir. Et puis, quand on prend le Parti des Togolais, on sait que vous avez eu un rendez-vous manqué en 2015. Aujourd'hui, il y a le collectif CAP 2015 qui lutte pour l'obtention des réformes avec des manifestations, surtout dans le cadre dans la foulée du sommet, il y a des manifestations qui sont prévues. Vous n'êtes pas membre de CAP 2015, mais est-ce que vous vous retrouvez dans les actions de CAP 2015? Pourquoi vous voulez à tout prix qu'on juge ce n'est pas un jugement, c'est politique de position. Non, quelle appréciation vous avez? Je vous dis ce que nous pensons au Parti des Togolais. Nous pensons que les forces politiques de l'opposition travaillent pour la même cause. Et chaque action que les forces politiques font, ça concourt à la victoire finale, ça concourt au travail que nous faisons ensemble. Nous avons les mêmes objectifs. Et donc, nous ne sommes pas là pour mettre les bâtons dans les roues d'une autre force politique de l'opposition. Ils n'ont qu'à continuer leur travail. Nous aussi, nous continuons notre travail. Les autres forces politiques n'ont qu'à continuer aussi leur travail. Il y a d'autres forces qui, forcément, vont travailler dans les unités d'action. Et c'est bien pour le Togo, mais c'est encore une fois par le travail de tout un chacun que nous allons arriver à notre résultat. Merci à M. Attaquement.
Vraiment, Niem Dewa, je rappelle qu'il est le délégué chargé aux affaires intérieures du Parti des Congolais. Merci à El Hadj Sam Djomo, fraîchement revenu de la mer. Merci à toi, Carlos Kitao. Mesdames, messieurs, merci. Toutes nos excuses pour le cafouillage. Vous avez vu, il y avait un peu de tohu-bohu d'ici par là. Bon, on s'excuse. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. C'est pour la bonne cause, évidemment. Oui. Allez, bien de choses à tout le monde. Et à vendredi pour un nouveau numéro, si Dieu nous garde en bonne santé.